Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Ok. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de connexion, surtout sur Tanger. Donc, si vous êtes sur Tanger, que ça soit de ma part ou là de votre part, alors, donc on va faire la dernière séance, donc qui va être consacrée donc à ces sigma. Donc, on va essayer de progresser. Alors, si vous vous rappelez, nous avons déjà traité dans la dernière séance la première étape. Donc, l'étape définir, je dois faire ce rappel-là parce que donc, il est en relation avec les outils que je vais traiter pendant cette séance. Alors, je ne vais pas rappeler l'objectif. Donc, parmi les actions principales que nous avons déjà traitées, c'est de définir le problème, puis former l'équipe du travail. Donc, ça, il y a une relation. Identifier les caractéristiques clés, donc, qui sont critiques pour le client. Donc, c'est le fameux diagramme CTQ qu'on va voir. Donc, une fois on va identifier les caractéristiques et surtout les caractéristiques critiques, alors on doit écouter à ce moment-là, ça veut dire on doit écouter la voix du client. Ça veut dire on doit savoir c'est quoi les besoins et c'est quoi les exigences. Donc, c'est pour cette raison-là, on va utiliser le diagramme CTQ. Donc, ça serait un outil qu'on va voir, un questionnaire qu'on peut utiliser pour également écouter la voix du client, récupérer les besoins. Et on va voir également la QFD qui est utilisée également, qui peut être utilisée également pour écouter la voix du client. Et une fois nous avons collecté la voix, les besoins de ce client, on va passer à l'étape hiérarchisée. Donc, je vais utiliser juste le stylet. Hiérarchiser les caractéristiques en utilisant deux outils. Donc, on va voir ces deux outils, le modèle de Kano et le diagramme d'exigence performance. Donc, un simple diagramme avec un axe, il représente les exigences du client et un deuxième axe qui représente la performance du produit. Je vais juste ignorer ça. Donc, quelqu'un a demandé l'accès, mais de toute façon, il doit utiliser les mails institutionnels. Alors, selon donc ce que j'avais représenté jusqu'à maintenant, donc on va voir déjà c'est quoi le diagramme CTQ. On va voir également l'outil QFD ou le diagramme QFD même, le modèle de Kano, le diagramme exigence-performance. Donc, ce sont les outils qu'on va traiter pendant cette matinée. Et pourquoi donc j'étais obligé de revenir sur ça? Parce que vous devez faire la différence entre les outils qui nous permettent d'écouter la voix du client et de la traduire en caractéristiques du produit. Donc, ce sont donc le diagramme CTQ, les questionnaires d'une manière générale et l'outil QFD. Donc, ça, c'est pour écouter la voix du client. Ça veut dire récupérer les besoins, saisir les besoins de ce client. Alors, une fois on les a,
on va passer à l'étape suivante qui est hiérarchiser les caractéristiques en utilisant le modèle de Kano ou le diagramme exigence-performance. Donc, on a deux types d'outils. Des outils qui nous permettent d'écouter la voix du client et d'autres outils pour classifier, hiérarchiser les caractéristiques que nous avons déjà pu donc traiter dans tout ce qui est diagramme CTQ ou la matrice ou l'outil QFD ou là un questionnaire d'une manière générale. Donc après cette étape, donc il fallait formaliser le processus étudié en utilisant, ça on l'a déjà également vu. Donc on va utiliser d'autres outils, la boîte noire du processus, donc une boîte noire avec des entrées et des sorties. Le diagramme CEPO que vous utilisez déjà et la VSM que nous avons déjà étudiée. Donc, si on va utiliser à ce niveau-là la VSM, c'est l'occasion, surtout si on utilise Lean Six Sigma. Donc, la démarche de Six Sigma avec même les outils de Lean. Donc, on est dans le cadre de Lean Six Sigma, LSS, comme vous le voyez sur le diapo. Donc ça, on a déjà vu jusqu'à donc rédiger la charte du projet. Alors, on va voir les outils. Donc, l'objectif, c'est de traiter les outils que nous n'avons pas encore traités. Alors, en premier lieu, donc, on va voir le diagramme de Kano. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à le voir correctement? Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que donc, son schéma, il est avec des couleurs qui ne sont pas vifs. Est-ce que vous arrivez à le voir correctement? Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur, monsieur. c'est clair. Oui, monsieur. OK. Alors, nous avons deux axes. L'axe des X, c'est le degré de satisfaction de la fonction. Donc, je vais utiliser le stylet comme ça. Je peux l'identifier facilement. Cet axe-là, ça représente le degré de réalisation de la fonction. Donc, nous avons une fonction, une fonctionnalité, une caractéristique, donc le degré de sa réalisation. Dans ce sens-là, tout à fait réalisé, et dans le sens contraire, pas réalisé. Donc ça, c'est pour l'axe des X. Pour l'axe des Y, donc nous avons le niveau de satisfaction du client. Donc, il y a un axe où le client il sera très satisfait et l'opposé de cet axe, c'est l'insatisfaction du client. Alors, le diagramme de Kano, comme je l'avais signalé, donc il va nous permettre de caractériser et de hiérarchiser, de classifier, ça veut dire les caractéristiques d'un produit par rapport de toute façon aux besoins du client. Alors, c'est un diagramme qui va faire la différence entre ces catégories, ces attributs, si vous voulez, ou là, ces caractéristiques. Alors, je vais utiliser le diagramme pour vous donner une idée claire sur au moins 3, parce que donc, le diagramme, il va représenter 3, et les autres, ils vont être déduits à partir du questionnaire. Alors, si on va se positionner dans cette zone, dite la zone de séduction. Donc, c'est une zone où le client, il sera, ça veut dire, il va trouver quelque chose qu'il n'attend pas. Donc, c'est le délice du client, ça veut dire la joie ou le bonheur du client. C'est des surprises, c'est une zone où
où le client il sera surpris. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quelque chose, voilà, c'est une caractéristique, c'est un attribut du produit qui est dans la zone de satisfaction, ça veut dire maximale. Mais elle n'est pas encore réalisée sur le produit. Et même elle n'est pas attendue par le client. Donc, si on va l'introduire, ça va séduire le client et ça va représenter une surprise pour lui. Parce que c'est quelque chose qui est attractif, mais on ne s'attend pas à ce que donc, ça existe dans le produit comme caractéristique. Alors ça, c'est la zone de séduction. Donc S. Donc, c'est la première catégorie dans le diagramme de Canot. Donc, elle est située dans cette zone-là qui n'est pas réalisée, mais si jamais elle sera réalisée, elle va satisfaire au maximum le client. À l'opposé, on va trouver une autre zone dite de qualité devrait être. Donc, ça veut dire la qualité de cette caractéristique ou la qualité même du produit. Et c'est obligatoire. Ça veut dire que celle-là, il doit être dans le produit. Sinon, le produit, il ne vaut rien si ça n'existe pas. Donc, c'est une zone de devrait être. Donc, on va signaler avec le D. Le client, il attend à ce que donc, cette caractéristique, cette fonction, cette fonctionnalité soit dans le produit. Donc, c'est pour cette raison-là, pour lui, c'est obligatoire. C'est même dans le langage courant de ce diagramme, on dit que c'est must be. Ça veut dire qu'il doit être obligatoirement comme fonction, comme attribut, comme caractéristique dans le produit. Donc, c'est tout à fait réalisé. Et de toute façon, on ne s'attend pas à ce que donc, le client il va demander est-ce qu'il est satisfait ou n'est pas satisfait. Donc, il doit exister parmi les caractéristiques du produit. Et avec le temps, donc, il y a un passage entre ce qui va séduire le client à un moment donné et qui va devenir obligatoire après ça. Donc, quelque chose qui était au départ, là, dans une époque donnée, elle a été une séduction, donc il est attractif pour le client. Avec le temps, il va devenir quelque chose de normal et obligatoire dans le produit. Et je vais vous donner un exemple qui va représenter ce passage de la séduction vers le devrait être. Entre les deux, il y a la performance P. Ça veut dire que le client, il sera satisfait si cette fonction, si cette caractéristique, elle est présente. Et si sa performance, elle est meilleure. Donc, une fois la performance de cette caractéristique, il est meilleur, le client sera satisfait et il demande plus. Et c'est pour cette raison-là, vous voyez cette flèche-là dans ce sens-là. Donc, une fois la performance augmente, le niveau de satisfaction du client augmente et donc sera meilleur pour lui. Et inversement, l'inverse également est le correct. Donc, si la performance de cette caractéristique elle est faible, donc le client il sera moins satisfait et donc il demandait à ce que la performance soit meilleure. Donc, avec le temps, je reviens à la séduction et également à devrait être. Avec le temps, lorsqu'on passe de la séduction, on ne passe pas directement vers le devrait être, on passe par paye, puis donc on va passer finalement à quelque chose qui devrait être dans le produit
et qui doit exister d'une manière normale. Donc, le client, il va même pas poser de questions parce que donc, il doit être dans le produit. Donc, ce sont les trois, disons, attributs, la caractéristique, catégories qui sont visibles sur le diagramme de Calot. Les autres, ils ne sont pas visibles, mais on va les relever à partir du questionnaire. Alors, avant de vous donner l'occasion, si vous voulez poser des questions, alors je vais passer au questionnaire qui va nous permettre d'élaborer le diagramme de Cannon. Alors, pour élaborer le diagramme de Cannon, on va poser quelques questions. Dans la première, c'est celle-là. Que ressentez-vous si la caractéristique suivante est présente dans le produit? Donc, on va poser cette question au client et c'est à lui de répondre par plusieurs réponses. Est-ce que c'est délice? Ça veut dire ça représente sa joie et quelque chose pour lui d'intéressant et qui représente peut-être un rêve, un bonheur. Espérer, souhaiter, pas de sentiment, V avec, pas de désir ou autre chose. Donc on lui pose cette question et selon sa réponse, donc on va relever un élément qui va nous permettre de faire la classification selon les catégories du diagramme. La question, c'est celle-là. Que ressentez-vous? C'est la caractéristique suivante est absente dans le produit. Avec les mêmes réponses que la première question. Délice, espérer et souhaiter, pas de sentiment, V avec, pas désiré, etc. Et la dernière question, quel est le prix acceptez-vous de payer pour cette caractéristique pour qu'elle soit présente? Donc là, c'est le prix que peut donc verser le client si jamais donc il voulait avoir cette caractéristique. Donc c'est à travers ce questionnaire qu'on aura la possibilité d'élaborer les catégories du diagramme de Cannon. Alors, pour les autres que nous n'avons pas vus, donc je vais également les traiter. Alors, pour rappel de ce que j'avais déjà présenté, donc j'ai présenté la zone S, séduction, la zone P, performance, et la zone D, devrait être. Donc, je vais vous donner plus d'informations avec chaque catégorie, avec un exemple. Alors, nous avons 6 catégories, dont la première, c'est la performance. Donc, la satisfaction de l'utilisateur est directement proportionnelle à la performance de la caractéristique. Donc, c'est ça ce que j'avais déjà présenté. Une fois cette caractéristique elle est présente avec une performance donnée, donc le client il sera satisfait. Une fois la performance augmente, la satisfaction également augmente. Exemple, c'est l'autonomie d'un smartphone. Donc si l'autonomie augmente, donc le client il sera satisfait. Si l'autonomie il diminue, donc il sera moins satisfait. Donc il demandait plus d'autonomie dans son smartphone. Donc c'est catégoriquement l'exemple de la catégorie P. Devrait être, la satisfaction n'est pas proportionnelle à la performance de la caractéristique, ce n'est pas de catégorie P. C'est implicite, normalement il doit exister. Le client ne pose pas de questions
car pour lui, ça doit exister, c'est obligatoire. Exemple, la sécurité d'une voiture. Donc, on ne s'oppose pas à ce que il soit présente parmi les options et les fonctions qu'on trouve dans une voiture. Donc, ça doit être sécurisé. Donc, c'est la catégorie devrait être. Alors, pour la catégorie séduction, la satisfaction n'est pas proportionnelle à la performance de la caractéristique. En cas de faible performance, le client, l'utilisateur sera indifférent. Ça veut dire si ça n'existe pas, le client il est indifférent. Alors, une bonne performance de cette caractéristique créera un sentiment de délice pour le client. Donc, ça va représenter pour lui quelque chose qu'il n'attend pas. Donc, catégorie de type attractif. Exemple, donc, c'est une option que nous avons intégrée dans une voiture, par exemple, et c'est une option innovante. Donc, normalement, pour le client, il n'attend pas à ce que cette option existe, mais une fois il existe, il va attirer son attention, il va représenter pour lui une fonction attractive. Alors ça, c'est pour les trois zones qui sont, euh, ça veut dire qu'on voit sur le diagramme de Cannon. Alors les autres catégories qui représentent également les, les attributs des fonctions, là, des caractéristiques d'un produit, c'est indifférent. Donc présence ou absence de cette caractéristique n'a pas d'impact significatif sur la satisfaction du client. Donc il est indifférent, ça existe pour lui, ça représente aucun intérêt. Donc il est indifférent. La cinquième, questionnable, donc il a été nommé comme ça. Donc ça représente, euh, on ne va pas dire qu'une caractéristique, mais le feedback de l'utilisateur, les réponses de l'utilisateur, questionnaire n'a pas de sens. Donc ça veut dire lorsqu'on a posé la question, la réponse de l'utilisateur, il n'est pas interprétable, donc il n'a pas de sens. Puis la dernière catégorie, c'est opposé. L'utilisateur donne des réponses opposées aux réponses attendues par les individus qui ont donc conduit l'enquête ou là, qui ont donc administré le questionnaire. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la réponse des utilisateurs. Donc les réponses, elles sont à l'opposé des attentes euh, de ceux qui ont posé donc les questions. Donc, par exemple, c'est le service marketing qui va s'en occuper. Donc ce sont avec, avec la catégorie questionnable et opposée, il représente quelque chose qui n'est pas normal. Alors, pour le passage, j'ai déjà parlé de ça. Donc, avec le temps, on passe de la zone séduction vers la performance, puis vers devrait être, comme je l'avais déjà, mais sur le schéma. Donc,
Donc, on passe de la séduction vers la performance, puis vers devrait être. Et vous voyez même cette flèche-là qui représente tous ces éléments. Je vais... Comme ça, vous allez voir mieux. Donc, on passe avec le temps de là vers là, puis de là vers là. Donc ça. Alors, un exemple qui va représenter les trois sur... un exemple qui représente en même temps les trois catégories. Alors, la qualité du freinage, on peut le poser sur la catégorie P. Donc, une fois le freinage il sera meilleur, le client sera satisfait le maximum. Donc, il demande plus de cette qualité de freinage sur une voiture. Et si cette qualité elle est faible, il sera donc insatisfait. Donc, il demande plus à ce que donc, la qualité soit meilleure. Alors, toujours dans l'exemple sur la voiture, la qualité de la climatisation sera plutôt de type D. Donc, aujourd'hui, on parle plus que la climatisation, c'est quelque chose qui séduit. Normalement, il devrait être. Ça veut dire c'est implicite. Et l'aide à la navigation, ça peut représenter la catégorie S, c'est la séduction. Donc, une voiture autonome qu'on peut la conduire avec une autonomie, donc ça représente la catégorie S. Donc, il va séduire le client. Donc, si ça va être mis dans la voiture, donc ça va être ça va représenter quelque chose qui va attirer l'attention de l'utilisateur. C'est une fonction attractive. Alors, ce sont les éléments essentiels du diagramme de Cannon. Alors, je n'ai pas arrêté pour que je puisse donc faire le tour de tous les éléments. Comme ça, si jamais quelqu'un il va se poser les questions, donc je cherche à faire le tour. Si vous avez des questions, donc ça serait l'occasion de les poser maintenant sur le diagramme de Cannon. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce diagramme? Est-ce que c'est clair ou là, si jamais vous avez des questions? C'est clair, je peux donc passer au deuxième outil? Oui, monsieur. Oui, Monsieur, j'ai pas compris pourquoi le freinage n'est pas devrait être dans la zone D. Devrait être, peut-être, à un moment donné, il va devenir devrait être. Mais d'abord, il est dans la zone P. Et ça veut dire naturellement, ou là, rapidement, il va devenir dans la qualité devrait être. C'est un passage normal. À un moment donné, peut-être il a été avec une qualité meilleure de freinage, il séduit. Par la suite, il est devenu dans la performance, mais à un moment donné, comme vous l'avez signalé, il va devrait être. Normalement, on ne va pas se poser la question est-ce que donc la voiture il dispose d'un système de freinage de qualité ou non. Oui. Monsieur, donc n'importe quelle fonction, elle évolue avec le temps de la séduction. Normalement, il va commencer par séduire
il va s'arrêter à un moment donné dans la catégorie performance et avec le temps, donc, il va devenir une qualité de devrait être. Sauf si nous avons quelque chose de particulier qui sort du lot. Donc, on peut s'attendre à ce que quelque chose, il peut rester longtemps dans la séduction et peut-être et jamais il va devenir peut-être devrait être. Mais je ne sais pas, j'ai pas de, ça veut dire d'exemple que je peux vous donner pour justifier ça. Mais théoriquement parlant, ça peut exister. C'est bon? Oui, monsieur. Alors ça, c'est le diagramme de Canot qui permet de hiérarchiser, classifier les exigences et ça veut dire les exigences du client. Donc c'est un outil qui nous permet de les classifier et de les catégoriser. Alors on va passer à un deuxième outil qui est Quality Function Deployment, traduit en français par déploiement de la fonction qualité. Donc, c'est un outil que vous allez trouver parmi les outils de l'étape définir de Six Sigma. Il n'est pas, ça veut dire, il n'a pas été développé dans le cadre de Six Sigma, ça veut dire, il a été développé dans d'autres cadres, surtout dans l'innovation, et c'est un outil de qualité d'une manière générale. Alors, on va voir c'est quoi cet outil et comment il va être utile dans l'étape définir. Alors, Quality Function Deployment est une méthode ou un outil qui permet de traduire, il va permettre de traduire d'une manière appropriée les attentes du consommateur. Donc, c'est toujours la voix du client en spécification interne à l'entreprise. Ce qui intéresse l'entreprise, une fois il a saisi les besoins et les exigences, alors comment il va les prendre en considération et comment il sera donc matérialisé sous forme de réalisation au niveau de l'entreprise, au niveau d'un produit développé ou un service fourni par l'entreprise. Donc, c'est un outil typique dans ce sens. Ça veut dire on va relever, on va saisir ce qui est demandé par le client, ce qui est attendu par le client, et on va traduire ça en spécification qui va être traitée par l'entreprise. Alors, cette méthode, elle utilise une matrice, donc un tableau avec plusieurs zones. Alors, cette matrice, elle va cartographier les exigences des clients par rapport aux caractéristiques des produits. Donc, toujours ce qui est demandé par le client par rapport aux caractéristiques qu'on doit développer dans un produit donné. Et cette matrice, ça demande plusieurs étapes pour la réaliser. Alors, quels sont les points forts de cette méthode? C'est une méthode qui permet d'avoir un langage de communication entre les différents intervenants dans un projet, le cas échéant dans le projet Six Sigma. Donc, puisqu'on parle que ça va permettre de traduire ce qui est demandé par le client, les attentes du client en spécifications traitées par l'entreprise,
Donc, vous allez imaginer qu'il y a au moins, voire trois départements. Donc, le département marketing, l'ingénierie et la production. Donc, ça veut dire ça représente pour eux un langage commun parce qu'une fois on va chercher à élaborer ça, on doit faire collaborer les trois départements. Et ça représente un cadre commun grâce auquel les membres d'une équipe de projet peuvent interagir. C'est la même chose, sauf à, à ce niveau-là, dans le langage de communication, ça veut dire c'est la matrice en elle-même, la méthode QFD en elle-même, c'est un langage de communication parce que ça facilite la compréhension pour les départements que j'avais signalés. Et c'est un cadre commun parce que donc il permet de faire travailler les membres des équipes concernées, comme je l'avais signalé, au moins ces trois départements peuvent donc travailler sur quelque chose de commun. Et chacun donc il va essayer de comprendre le travail de l'autre et l'exigence de l'autre. Donc les marketing, donc ils ont fait leur travail grâce donc à tout ce qui est cisé de besoins du client. Une fois il arrive avec les besoins des clients, donc il y a l'ingénierie qui va essayer de traduire ça sous forme de caractéristiques et de spécifications sur le produit. Et la production, elle va prendre ces spécifications qui vont être traitées par l'ingénierie pour qu'il les concrétise à travers donc un produit qui va passer par plusieurs étapes dans la chaîne et dans le processus de production. Donc c'est pour cette raison-là, ça représente un cadre commun. Vous n'allez pas le toucher parce que vous ne connaissez pas c'est quoi la QFT. Alors voilà l'esprit avec lequel on raisonne dans la matrice QFD, ou la méthode QFD. Alors nous avons les attentes des clients. Le client désire un café chaud et bien serré. Alors, comment on va traduire ces attentes en spécification du produit? Donc là, on passe par la question comment. Donc, on peut réaliser une matrice dont les attentes du client, ça représente une partie, et les spécifications du produit, elles représentent la deuxième partie. Donc, par rapport aux spécifications du produit, dans ce cas-là, c'est le taux de caféine. Donc, pour donner au client ce qui est désiré dans son café, donc un café chaud et bien serré, donc il faut penser à deux choses, le taux de caféine et la température. Donc, le taux de caféine doit être avec une valeur donnée et la température avec un intervalle de temps donné, avec un intervalle de température donnée. Et si on veut également faire une autre traduction entre les spécifications et les caractéristiques des pièces, donc on pose la même question, comment? Ça veut dire réalisons ces spécifications sur les caractéristiques des pièces. Donc, ça va nous donner une réponse par rapport à le même exemple. C'est café arabica. Et ainsi de suite, on va poser la question comment. Comment donc on traduit ces caractéristiques des pièces en opération de fabrication? Donc là, on va penser à une machine à café à pression. Et si on veut aller plus loin,
en traduisant les opérations de fabrication en spécification de la production. Donc, ça va nous donner au moins deux spécifications. La pression donc à appliquer, c'est D bar, et le taux de cirage, c'est un quart de tour. Donc, et vous voyez à travers ce passage-là, là, on fait appel même à une matrice, parce que pour passer à ça vers celui-là, ça demande une matrice dont vous allez trouver d'un côté les spécifications du client et d'un autre côté les spécifications du produit. Et si on veut le faire par rapport depuis les spécifications vers les caractéristiques des pièces, on va faire une deuxième matrice. Donc d'un passage à un autre, c'est une matrice. Alors on va voir par la suite un exemple que vous allez comprendre facilement. Et je vais représenter pour le moment comment il va être illustré, représenté la QFD. Donc la QFD, d'une manière générale, est représentée par plusieurs zones. Dans la première, c'est celle-là. C'est la zone quoi, ou l'encadré quoi, qui représente les spécifications. Où là, parfois, vous allez mettre tout simplement les attentes du client. Donc, c'est à vous de mettre ce que vous voulez dans le quoi. Donc, si vous allez mettre, par exemple, les attentes du client dans la partie quoi, dans la partie comment, ici, vous allez représenter les spécifications du produit. J'ai dit, c'est une matrice entre les deux. Si vous avez mis les spécifications du produit, vous allez mettre les caractéristiques des pièces par rapport à cet exemple. Donc, d'une manière générale, on peut dire nous avons le quoi, c'est cette zone-là, et le comment est représenté dans cette zone. Et l'interaction ou la combinaison entre le comment et le quoi, il va être dans le comment par rapport au quoi. Donc, on est dans ce centre-là. Et entre le quoi et le comment par rapport au quoi, vous aurez l'importance. Par exemple, les attentes du client, ils ne sont pas de la même importance. Il faut les classifier, il faut les hiérarchiser. Donc, le client, il a une attente plus importante que l'autre, ça veut dire qu'il fallait mettre une pondération. Donc, c'est la zone que vous voyez qui donne la même importance. Donc, là, on va classifier les quoi, ou là, les spécifications, là, les attentes du client. Il y a une zone de combien. Donc, pour le moment, c'est théoriquement parlant, vous n'allez pas saisir ça veut dire les éléments à 100%. Ça va être plus clair sur l'exemple. Ce combien, qu'est-ce qu'il représente? La contribution de chaque spécification à chaque attente. Donc, cette spécification, donc, il a une contribution par rapport aux attentes. Donc, combien ça représente? On va le mettre ici à travers un calcul. Puis donc, si on va aller plus loin, il y a une zone, que ça soit à droite, ici, donc comme je le signale, ou même en bas, ici, qui représente la comparaison du quoi avec la concurrence. Ça veut dire, on va comparer, par exemple, les spécifications des produits qui sont dans le quoi
avec le concurrent. On va voir est-ce qu'on est meilleur ou là le client il est meilleur. C'est une étude de benchmarking par rapport ça veut dire aux spécifications du produit ou là tout ce que vous avez mis à ce niveau-là. Et celle qui se trouve en bas, c'est toujours une comparaison, c'est une étude de benchmarking entre le comment avec le concurrent. Ça veut dire ce qui se fait au niveau entreprise, par exemple les activités du processus, on va la comparer avec notre concurrent pour se positionner. Alors, ce que je souhaitais que vous allez retenir, c'est tout simplement les zones pour le moment. Il y a une zone quoi, il y a une zone comment. Entre les deux, ça se trouve le comment par rapport au quoi. Il y a une zone où on va euh, cibler les spécifications selon les attentes, c'est la zone combien. Puis donc, il y a une comparaison qui va se faire, que ce soit par rapport au quoi ou par rapport au comment. Donc, c'est une comparaison qui va se faire avec le concurrent. Puis donc, il y a une dernière zone, pour ne pas donc l'oublier. C'est une zone comment et ça va être une comparaison entre les éléments qui se trouvent dans ce comment-là. Donc, c'est corrélation. Ça veut dire on va voir la corrélation. Il y en a parfois, il peut y avoir une contradiction là, un problème de corrélation entre les éléments qui se trouvent dans le comment. Alors, c'est ça ce que j'ai voulu juste que vous allez retenir par rapport à cette représentation purement globale et théorique. Alors, nous avons deux exemples. Donc, je vais traiter juste un exemple et l'autre, alors vous pouvez le voir facilement. Alors, je vais utiliser celui-là qui est plus complet. Et je vais définir pour le moment les zones d'une manière globale. Cette zone-là, ça représente quoi à votre avis par rapport à la matrice? Ça représente, ça représente la zone Quoi? quoi? Parce que ça se trouve, c'est celle qui est là. C'est le quoi? C'est celle-là. Ça, c'est le quoi? Alors, celle-là, ça représente quelle zone? C'est Le comment? con. C'est le comment. Donc, ça, c'est comment. Et ici, donc, dans cette zone-là, C'est le quoi par oui, donc c'est la combinaison, c'est le quoi pour au comment. Et celle-là qui se trouve juste entre les deux, ici, l'importance. c'est l'importance. Parce que donc, ça va représenter par rapport à ce qui est demandé par le client, la voix du client, c'est quoi donc ses préférences et c'est quoi donc sa classification par rapport aux éléments de la voix du client. Puis donc nous avons ici, de toute façon ils ont un petit peu changé, ils n'ont pas mis en bas, tout ce qui est comparaison avec le comment, normalement celle-là, on peut la mettre en bas. Donc c'est la benchmarking avec le comment. Donc c'est la situation concurrentielle par rapport à ces éléments-là que vous voyez
sur le comment. Alors, si on va mettre celle-là en bas, il va rester tout simplement la zone combien. Celle-là, c'est combien? C'est la zone combien? Si celle-là. Puis la comparaison avec le quoi, elle va être cette dernière zone. Alors, on va voir dans les détails cette matrice. Donc, une fois j'ai représenté les zones, c'est juste pour pour que vous puissiez faire la relation entre ce que j'avais présenté de manière globale et cet exemple. Alors, je ne vais pas enregistrer ça, comme ça je peux utiliser la matrice facilement. Donc, ignorer. Alors, je vais zoomer sur cette partie. Alors, il s'agit d'un exemple qui traite le café, la voix du client, ou là, le quoi, pour nous, d'une manière générale. Le client, il demande à ce que soit, donc nous avons le contenant, donc ce que vous voyez à gauche, et dans le contenant, il y a le gobelet, il y a le couvercle, et il y a le café à part. Alors, vous voyez donc, dans le gobelet, par exemple, il doit rester froid. Garde le café chaud, ne coule pas, résistant, facile à tenir et rigide. Ce sont donc les besoins, les exigences du client. Il demande à ce que le gobelet soit resté froid, etc. Alors, pour le couvercle qu'on va mettre sur le gobelet, bonne dimension de ce gobelet, s'enlève aisément, donc vous allez l'ouvrir facilement. Ouverture pour boire, prévient le renversement, se fixe facilement. Donc voilà ce qui a été exigé par le client par rapport au couvercle. Alors par rapport au café, donc il y a deux éléments, bon goût et bon arôme. Donc ça, c'est les exigences des clients, c'est la partie quoi. Alors l'importance, donc à travers une questionnaire, ceux qui ont élaboré cette matrice, donc ils ont classifié l'importance de chaque exigence. Donc vous voyez 8, 7, 6, il y en a 5, etc. Donc la catégorie la plus élevée, elle a obtenu donc une pondération de 8. Donc ce sont juste l'importance. Ce sont des numéros tout simplement de chaque exigence. Ils ont numéroté de 1 jusqu'à 13. Donc nous avons 13 exigences. Alors ça, c'est pour le quoi, l'exigence du client. Alors on va voir le comment. Alors on a dit le comment, ça va être quelque chose qui est en relation avec les spécifications, par exemple, à traiter par l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là? Je ne sais pas, est-ce que c'est facile pour vous de lire? Là, c'est la température à la main. La température du café, la résistance du rebours, le gobelet, l'écoulement après choc, résistance à la déformation,
contenu gobelet, je sais pas, ajustement couverture gobelet. Donc, ça veut dire l'ajustement de la couverture sur le gobelet. Ouverture pour boire. Donc, on a la qualité du café. Donc, ce sont des spécifications en relation avec ce qui est demandé par le client. Et on va faire la relation entre le quoi et le comment à travers la partie centrale, là où vous voyez les symboles. Alors, les symboles, c'est juste les pondérations. Alors, pour les comprendre, voilà donc la légende. Un cercle comme ça, c'est très important. Donc, il a une pondération de 9. Donc, un cercle rempli, ou là, un point rempli, c'est important. Donc, il a juste 3. Et s'il n'est pas important, c'est juste ce triangle. Donc, il a une pondération de 1. Donc, nous avons 9, 3, 1. Alors, on va prendre un exemple. Alors, rester froid, il est en relation avec quoi? Il est en relation avec la température à la main et la température du café. Alors, la combinaison entre rester froid et c'est ça, il a été pondéré avec une pondération de combien? Très important. Alors, pour avoir donc un gobelet qui va rester froid, donc ça veut dire les choses qu'on doit veiller à ce qu'il soit réalisé correctement, c'est la température à la main et la température du café. Donc, il doit y avoir une forte corrélation et pondération entre l'exigence rester à froid et ces deux donc, éléments, spécifications. Donc, la température à la main et la température du café. Et pourquoi nous n'avons pas signalé des relations entre rester froid et les autres? Parce qu'il n'y a pas de relation tout simplement. S'il y a une relation, il doit être, ça veut dire signalé. Garder le café chaud, donc c'est quoi la spécification qui va le signaler? C'est la température à la main et c'est la température du café. Donc ils ont mis donc une pondération ici de 3. Et là, c'est une pondération de 9. Et également, il y a ajustement couverture gobelet. Si l'ajustement couverture gobelet n'est pas fait correctement, alors on ne peut pas garder le café chaud. Mais quand même, elle a une pondération qui a été considérée faible. Et c'est la même chose pour les autres. Donc, vous allez chercher pour chaque exigence du client, quelles sont donc les spécifications qui sont en relation avec cette exigence, avec une pondération donnée. Donc, c'est un travail qui demande, ça veut dire une réflexion pour avoir toute l'information. Comme ça, donc, on termine ça veut dire la partie du comment par rapport au quoi ou la quoi par rapport au comment. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à ce point-là? Est-ce que c'est clair? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, pour juger qu'il y a une corrélation entre les deux, on doit faire des réunions inter-équipes ou des réunions, c'est-à-dire
spécialisée, une réunion de l'équipe d'ingénierie, une réunion de l'équipe marketing. De toute façon, là, lorsqu'on va les traiter, on va voir quelles sont les personnes concernées. Par exemple, ici, donc nous avons la voix du client, il représente des exigences du client. Et là, c'est quelque chose en relation avec l'ingénierie, ça veut dire ceux qui vont prendre ça en considération pour faire les développements par la suite. Donc, on va mettre les personnes concernées. Donc, il y a deux champs ou là, deux corps de métier dans l'équipe. Ça veut dire il faut travailler en équipe et les personnes concernées, là, elles ont leur mot à dire. Ça, c'est un exemple parce que est peut-être facile à comprendre, mais une fois nous avons quelque chose de technique, alors il fallait mettre les compétences nécessaires qui relèvent d'un département, par exemple l'ingénierie, la production, et également s'il s'agit de quelque chose qui est en relation avec le client directement, là, le département qui va les représenter la voix du client, c'est le département marketing. Alors c'est ça donc c'est ça ce que je peux vous dire sur le comment par rapport au quoi. Alors pour comprendre surtout le combien, il y en a en fin de compte, il fallait donner à ceux qui vont traiter le produit au niveau de l'entreprise tous les éléments nécessaires pour cibler la conception et mettre un bon produit. Alors, à ce niveau-là, ça vient l'intérêt. Donc, je vais pas traiter pour le moment situation concurrentielle. Je passe directement à l'objectif. Alors, comment on va calculer l'objectif, surtout la colonne du poids? Vous voyez 99, 198, 237. D'où viennent ces chiffres-là? C'est un simple calcul qui a été fait par ça veut dire le croisement de combien avec du comment avec le quoi et l'importance. Alors, pour qu'on puisse calculer, par exemple, la cible ou là, le poids qui a été obtenu 99 ici. Donc, vous le voyez, 99, c'est ce que j'ai. Donc, j'utilise le stylet, puis je fais un zoom. 99, il est là. Il sera en relation avec le calcul qui va se faire ici. Alors, comment il va se faire le calcul? On va prendre l'importance, donc C8 fois la pondération, ou la valeur qu'on a mis par rapport à, à la température à la main. La première, c'est là, plus 7 fois. Donc, pour que les choses soient correctes, donc c'est 9, puis 3, puis 1. Alors, on va mettre 8 fois 9, plus 7 fois 3, plus 6 fois 1. Normalement, ça doit donner 99. Ça veut dire ça, il a été multiplié par ça. Puis 7, on l'a multiplié par 3. Puis 6, il a été multiplié par 1. Puis on a fait la somme pour avoir 99 en bas. Et c'est la même chose pour les autres colonnes. Donc vous pouvez le vérifier de toute façon à tête reposée.
Donc, comme ça, on peut calculer les autres valeurs que vous voyez en bas. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de cibler ça veut dire la conception ou la réalisation. Alors, ceux qui ont, qui ont eu le score le plus important, ils doivent être pris en considération en priorité. Ça veut dire dans la conception, on doit leur donner plus d'importance. Par exemple, ici, nous avons le maximum, c'est 237. Donc, ça veut dire ça, il doit être la cible de notre traitement et conception par la suite. Et ainsi de suite, de toute façon. Et puis, donc, de toute façon, euh, pour chaque comment que vous voyez ici, là, voilà un objectif. Maximum 45 degrés, c'est par rapport à la température à la main. Température du café, ils ont mis entre 45 degrés et 65 degrés Celsius, etc. C'est la même chose pour les autres comment, les autres de toute façon spécifications. Donc comme ça, on connaît ce qui est sur le combien, puis donc on va traiter la situation concurrentielle. C'est la comparaison de notre position concurrentielle par rapport à l'entreprise, par rapport à tout ce qui a été mis dans le comment. Donc ça veut dire on va comparer ce que vous voyez dans le comment par rapport, ça veut dire notre position par rapport à ces caractéristiques lorsqu'on va les comparer avec le, le concurrent. Et la légende, pour voir l'exemple, donc N, ça représente notre entreprise, C, ça représente le concurrent. Donc N, c'est notre, donc c'est nous, C, c'est le concurrent. Et on va le faire spécification par spécification. On va prendre la première. Donc vous voyez pour la première qui est la température à la main, si on va, c'est la comparaison qui a été faite par rapport à un concurrent, un seul concurrent. Donc vous voyez que l'entreprise N, donc c'est nous, notre entreprise, il n'est pas mieux placé par rapport à cette spécification parce qu'il a obtenu 4 alors que le concurrent il a obtenu 5. Et il y a parfois où vous allez trouver le concurrent et l'entreprise, ils sont donc dans le même niveau, ils se trouvent sur le même niveau. Donc c'est pour cette raison-là, vous voyez N et C, ils sont à côté l'un à côté de l'autre, etc. Donc vous voyez qu'il y a une comparaison entre l'entreprise et un concurrent. Donc ça, c'est par rapport au comment. C'est la même chose, une analyse concurrentielle par rapport aux, aux exigences du client, la voix du client. Ça veut dire on va prendre les 13 éléments de la voix du client, puis on va la comparer avec notre concurrent principal. Sinon, on peut le faire avec plus qu'un concurrent. Donc là, c'est un exemple pour un concurrent. Et c'est la même chose. Donc la situation concurrentielle, est-ce que c'est 1, la pondération, est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5? Puis donc on va se comparer avec le concurrent. Ils ont même rajouté une colonne que vous voyez, nombre de plaintes, 3 plaintes par rapport à la première exigence du client, 1, 3, etc. Et ils ont rajouté également l'action à entreprendre. Une fois on n'est pas bien placé, par exemple, et l'action à entreprendre, il faut améliorer.
Parfois, si on est bien positionné, on doit soit consolider notre position, soit parfois, si ça demande à ce que donc on va réaliser des économies, on va réduire un petit peu donc la performance parce qu'on est loin du concurrent, etc. Et parfois, ils ont étudié la concurrence. Et c'est jamais, ça se trouve qu'une entreprise, une fois il s'est comparé avec un concurrent, il se trouve que le concurrent, il est mieux placé d'une manière significative par rapport à chaque exigence, soit l'entreprise, il doit réaliser des efforts substantiels pour y arriver, donc y rattraper le décalage, soit il doit changer même de produit pour chercher donc à se positionner mieux. Et s'il va rester sur la même position, là, il sera dépassé par le concurrent. Alors, est-ce que c'est clair? Vous arrivez à voir clairement les différentes zones de la matrice QFD? Oui, monsieur. C'est bon, pas de questions? Oui, monsieur. Alors, elle reste juste, si vous n'avez pas de questions, elle reste juste pour cette matrice, elle reste le toit, parce qu'on n'a pas encore traité le toit. Alors, je vais zoomer sur le toit. Donc, ignorer. Alors, le toit, vous voyez donc la partie euh, supérieure de la matrice, c'est le toit. Donc, à votre avis, ça représente quoi cette partie de corrélation des commandes? La corrélation entre le besoin du client est ce qu'on doit améliorer. Les besoins des clients, donc je pense pas que la corrélation, il va donc le représenter parce que nous avons ici juste les spécifications qu'on doit prendre en considération. De toute façon, ils sont en relation avec les besoins du client. Mais il va juste traiter les éléments qui se trouvent dans la partie comment. Alors, puisqu'on dit il peut y avoir une corrélation, là, il peut y avoir une contradiction entre deux éléments, là, des spécifications d'un produit. C'est quoi donc, à votre avis, selon la matrice, c'est quoi l'utilité de ça?
Donc, pas d'idée. Donc, je vais vous donner juste l'utilité de cette partie de corrélation qui se trouve sur le toit de la maison. Alors, vous voyez, je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon curseur ici? Oui, monsieur. Monsieur. Ok. Alors, vous voyez, il y a des relations entre les comment, ça veut dire les spécifications que nous avons ici. Alors, est-ce qu'il y a une forte corrélation entre résistance à la déformation et résistance rebord? Donc, on va chercher. Donc, voilà ça. On va aller, on va trouver qu'il y a une forte corrélation entre les deux. Parce que donc, il est pondéré de 9. Donc, ça veut dire avoir une résistance de déformation à ce que le gobelet soit moins déformé. Il est en relation avec la résistance du rebord de ce gobelet lui-même. Alors, si vous voulez améliorer la résistance à la déformation, alors vous allez également améliorer la résistance rebord. Si jamais parfois vous allez trouver une contradiction, si vous allez toucher une spécification, vous allez affaiblir, là vous allez faire rendre euh, moins importante une autre spécification. Alors cette partie de corrélation, il va chercher à ce que donc on doit faire attention à ne pas améliorer une chose et en faisant, ça veut dire la diminution d'une chose qui est également importante. Donc, on cherche à ce que donc il sera un équilibre parfois entre deux spécifications. Si on va toucher celle-là, il ne faut pas affaiblir l'autre s'ils ont donc une corrélation positive ou la négative. Par exemple, la température à la main et la température du café. Alors, si on va augmenter la température du café, automatiquement, alors il va faire augmenter la température à la main. Alors, si vous allez améliorer la température du café, alors vous allez rendre difficile à ce que la température à la main soit ça veut dire euh, au niveau demandé par le client. Alors, il fallait augmenter la température du café, mais il fallait également ne pas oublier de diminuer la température à la main. Donc, il fallait chercher un équilibre entre les spécifications pour ne pas donc, ça veut dire faire une amélioration qui va détériorer une autre amélioration. Donc, cette matrice, elle a été faite dans ce sens-là pour chercher la meilleure corrélation et garder toujours l'équilibre entre les améliorations qu'on fait sur les spécifications. Et parfois, donc, s'il y a pas de relation entre deux spécifications, là, on ne va pas les signaler. Donc, ce qui est en combinaison, là, ce qui se trouve en croisement, ce sont les spécifications ayant des relations. Donc, là, ils ont mis également, est-ce qu'on cherche à augmenter cette spécification ou à la faire diminuer? Par exemple, la qualité du café, c'est à augmenter. L'ajustement couverture gobelet, on cherche à ce qu'elle soit meilleure. Résistance, sauf on a la température à la main qui doit être faible. Donc, c'est ça l'objectif de la partie toit de la maison. Alors, avant d'enchaîner pour voir, au moins, on va y arriver jusqu'à voir le CTQ. Donc, il est possible, donc on peut y arriver.
on va prendre juste 10 minutes parce que donc on a enchaîné depuis presque 10h40 minutes jusqu'à ça, 9h40 minutes jusqu'à 11h. Alors on va prendre une pause, puis on va faire donc encore juste pour arriver donc à traiter les autres outils de la méthode de l'étape définir. Puis donc on va finir avec le cours pour que je puisse donner l'occasion aux groupes qui n'ont pas présenté la VSM. Alors on va prendre juste 10 minutes pour une petite pause.